Je m'appelle Jeanne, j'ai 28 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que j'étais la déception de la famille. Tandis que ma sœur Bérénice excellait dans tout ce qu'elle entreprenait, j'avais l'impression de trébucher dans la vie, collectionnant les deuxièmes places et les compliments du bout des lèvres. Pendant des années, j'ai accepté mon rôle de fille inférieure, celle qui ne serait jamais tout à fait à la hauteur. Mais il arrive un moment où trop, c'est trop, où les mots blessent si profondément que quelque chose en vous finit par craquer. Ce moment est arrivé pour moi un mardi soir, lorsque ma mère a prononcé la comparaison la plus cruelle qui soit. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Et s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires de vie réelle. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment ce drame familial s'est déroulé et comment une seule phrase a tout changé. En grandissant dans une banlieue pavillonnaire près de Lyon, j'ai appris très tôt que je vivrais toujours dans l'ombre de Bérénice. Elle avait 2 ans de plus que moi et semblait exceller sans effort dans tout ce qu'elle tentait. Alors que je peinais avec l'algèbre, Bérénice suivait déjà des cours de mathématiques avancées en seconde. Lorsque j'ai réussi à intégrer l'équipe de football du lycée, maman me rappelait que Bérénice en avait été la capitaine au même âge. La comparaison a commencé doucement quand nous étions enfants. Lors des réunions parents-professeurs, j'attendais dans le couloir pendant que maman discutait de mes notes médiocres, entendant toujours le nom de Bérénice mentionné comme la norme que je devrais m'efforcer d'atteindre. Madame Pelletier disait des choses comme « Jeanne est une fille adorable, mais elle n'a pas la même motivation scolaire naturelle que Bérénice. » Maman hochait la tête solennellement, puis passait le trajet en voiture à m'expliquer que je devais faire plus d'efforts. Bérénice a maintenu une moyenne de 18/20 tout au long du lycée tout en jonglant avec ses fonctions de présidente du conseil des lycéens, le club de débat, ses responsabilités de capitaine et son bénévolat à l'hôpital local. Pendant ce temps, j'obtenais à peine un 13 de moyenne, malgré des heures passées à étudier. Le cours d'art plastique était mon seul refuge, le seul endroit où je me sentais vraiment talentueuse et créative. Mais quand je montrais avec enthousiasme mes peintures à maman, elle y jetait un bref coup d'œil et disait « C'est joli, ma chérie. Tu as entendu que Bérénice a encore gagné un concours pour une bourse ?» Les annonces de bourse sont devenues une source de douleur particulière. Bérénice a reçu des offres de plusieurs grandes écoles prestigieuses, choisissant finalement de faire son droit à Assas. Le dîner de célébration a duré 3 heures, avec des membres de la famille élargie appelant pour féliciter le génie de la famille. Lorsque ma lettre d'acceptation pour un IUT est arrivée, maman l'a ouverte avec une déception visible. « Eh bien, soupira-t-elle. Au moins, tu continues tes études. » Bérénice a toujours dit que les filières courtes avaient leur utilité. J'ai désespérément essayé de trouver ma place tout au long du lycée. J'ai rejoint le club de théâtre en espérant que ce serait ma vocation, mais j'ai abandonné après que maman ait manqué la représentation où j'avais le rôle principal pour assister à un tournoi de débat de Bérénice. J'ai tenté l'athlétisme, pensant que le sport me vaudrait peut-être une certaine reconnaissance, mais j'ai arrêté quand maman a mentionné nonchalamment que Bérénice s'était vue offrir des bourses sportives, elle aussi. Bien qu'elle ait évidemment choisi l'excellence académique à la place. Même mes capacités artistiques, que les professeurs louaient constamment, sont devenues une autre source de comparaison. Lorsque j'ai remporté le premier prix du salon d'art départemental pour ma peinture à l'huile, la réaction de maman fut tiède. « L'art est un passe-temps charmant, dit-elle. Mais le stage de Bérénice dans ce cabinet d'avocat sera bien plus valorisant sur un CV. Tu devrais envisager des activités plus pratiques. » Ce schéma s'est poursuivi sans relâche jusqu'à la fin du lycée. Bérénice a prononcé le discours de major de promotion, tandis que j'étais assise au milieu de la classe de diplômés, invisible et quelconque. Lors de la réception qui a suivi, les parents se sont rassemblés autour de Bérénice, l'interrogeant sur ses projets à Paris et louant ses réussites. Je me tenais près du buffet, largement ignorée, à l'exception de quelques demandes polies occasionnelles sur mes projets pour la rentrée. Même les photos de famille reflétaient nos statuts différents. La cheminée affichait en évidence la photo de diplôme de Bérénice, entourée de ses divers certificats de récompense et de coupures de journaux sur ses exploits. Mes photos d'école étaient reléguées dans un petit cadre caché derrière le trophée du club de débat de Bérénice. La hiérarchie visuelle de notre famille était claire pour quiconque entrait dans notre maison. Le départ de Bérénice pour Paris a créé un répit temporaire des comparaisons constantes. Mais maman a trouvé des moyens de continuer le schéma. Les appels téléphoniques hebdomadaires avec Bérénice sont devenus des événements que je devais écouter et admirer. Maman mettait les appels sur haut-parleur, s'assurant que j'entendais chaque détail des succès académiques de Bérénice, de ses professeurs impressionnants et de ses opportunités de réseautage avec de futurs grands magistrats. Le passage à l'âge adulte n'a pas diminué les comparaisons, il les a simplement fait évoluer sous de nouvelles formes. Tandis que Bérénice excellait à la faculté de droit,
publiant dans des revues juridiques et décrochant des stages d'été dans des cabinets prestigieux, je peinais à trouver ma place dans le monde du travail. Mon diplôme de l'IUT en design graphique m'a permis d'obtenir un poste dans une petite agence de marketing du centre-ville, où je créais des publicités pour des entreprises locales. Le travail satisfaisait mes pulsions créatives et payait correctement, mais maman y faisait constamment référence comme étant mon petit boulot artistique. Quand les voisins demandaient des nouvelles de ses filles, elle s'illuminait en décrivant les réalisations de Bérénice à la faculté de droit, puis mentionnait brièvement que je faisais un peu de design pour des boîtes locales. Le ton dédaigneux me piquait à chaque fois, réduisant mes efforts professionnels au niveau d'un simple passe-temps. La carrière de Bérénice a continué son ascension après l'obtention de son diplôme. Elle a décroché un poste au cabinet Dubois et Associés, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville, avec un salaire de départ qui dépassait mon revenu annuel de 3 fois. Ses cartes de visite portaient des titres impressionnants, et ses affaires faisaient parfois la une des journaux locaux. Maman collectionnait religieusement ses coupures de presse, créant un album dédié au triomphe professionnel de Bérénice. Pendant ce temps, je construisais ma propre carrière, suivant des cours du soir en marketing numérique et en conception de sites web pour élargir mes compétences. Ces efforts passaient largement inaperçus aux yeux de maman, qui semblait incapable de reconnaître des réussites qui ne reflétaient pas les marqueurs de succès traditionnels de Bérénice. Lorsque j'ai reçu une promotion au poste de designer senior et une modeste augmentation de salaire, la réponse de maman fut « C'est merveilleux, ma chérie. Tu as entendu que Bérénice a été sélectionnée pour le programme accéléré d'accession au statut d'associé ? Ma vie personnelle est devenue une autre source de munitions. » Pour les comparaisons. La relation de Bérénice avec Richard, un chirurgien cardiaque qu'elle avait rencontré lors d'un gala de charité, représentait tout ce que maman appréciait dans un partenariat. Richard conduisait une BMW, possédait un appartement en centre-ville et venait d'une famille de professionnels de la santé. Leur fréquentation était relatée dans les pages mondaines, avec des photos d'événements dans des clubs privés et de dîners de collecte de fonds. Ma vie amoureuse, en revanche, était une série de relations avec des professionnels créatifs, des enseignants et des propriétaires de petites entreprises que maman considérait comme assez gentils, mais sans grand avenir. Quand je suis sortie avec Marc, un photographe talentueux qui possédait son propre studio, les commentaires de maman se sont concentrés sur l'instabilité des carrières artistiques. « Il a l'air adorable », disait-elle. « Mais le Richard de Bérénice a une telle sécurité et un tel prestige. Tu devrais chercher quelqu'un de plus établi. » La relation avec Marc était en fait prometteuse, jusqu'à ce que les interrogations constantes de maman sur ses perspectives à long terme commencent à affecter ma confiance. Ses observations sur son emploi du temps non conventionnel et ses revenus incertains ont semé des graines de doute qui ont finalement contribué à notre rupture. En y repensant, je réalise à quel point la désapprobation de maman a influencé mes choix romantiques, me faisant toujours mesurer mes partenaires potentiels à l'aune de la sélection apparemment parfaite de Bérénice. Les réunions de famille sont devenues particulièrement difficiles pendant cette période. Bérénice arrivait avec Richard, tous deux impeccablement habillés et pleins d'histoires sur leurs dernières réalisations et expériences. Ils venaient de rentrer d'un week-end dans la région de Bordeaux, où Richard avait réalisé une opération chirurgicale révolutionnaire, où Bérénice avait remporté une affaire importante pour un client de premier plan. Je restais assise en silence, contribuant peu à des conversations qui semblaient tourner autour de leurs accomplissements. L'annonce des fiançailles a eu lieu lors de la fête du 29e anniversaire de Bérénice, une réception élégante que maman avait planifiée pendant des mois. Alors que Bérénice exhibait son impressionnante bague en diamant, maman a littéralement pleuré de joie, commençant immédiatement à planifier ce qu'elle appelait le mariage du siècle. Les fiançailles ont dominé les conversations familiales pendant des semaines, maman faisant des recherches sur les lieux de réception, discutant des listes d'invités et consultant des magazines de mariage. La demande en mariage de Richard avait eu lieu lors d'une escapade romantique à Paris, avec une promenade en calèche et un dîner dans un restaurant étoilé au Michelin. L'histoire a été répétée d'innombrables fois aux parents, aux amis et à quiconque voulait bien l'écouter. Maman ajoutait des détails à chaque fois, décrivant la pureté du diamant, l'exclusivité du restaurant et la perfection romantique de tout le week-end. Pendant cette même période, je luttais financièrement tout en essayant de lancer mon activité de graphiste indépendante les week-ends et les soirs. L'objectif était de devenir entièrement autonome à terme, en constituant une base de clients qui me permettrait d'avoir une liberté de création et un meilleur potentiel de revenus. Cependant, la transition exigeait un investissement en temps considérable et un sacrifice financier initial que maman considérait comme peu pratique et risqué. Bérénice a une telle stabilité, observait maman quand je mentionnais que je travaillais tard sur des projets de clients. Elle sait exactement d'où viendra son prochain salaire. Cette idée de freelance semble si incertaine, Jeanne. Peut-être que tu devrais te concentrer sur l'avancement dans ton travail actuel au lieu de ces projets annexes. Tout a basculé lorsque papa a eu sa crise cardiaque,
un mardi matin de mars. L'appel est arrivé alors que je travaillais sur la conception d'un logo pour un restaurant local. La voix paniquée de maman, à peine cohérente, m'a expliqué que papa s'était effondré au travail et qu'il était transporté d'urgence à l'hôpital. J'ai tout laissé tomber immédiatement et j'ai conduit pour la retrouver aux urgences, où nous avons passé les 8 heures suivantes à attendre des nouvelles de son état. L'opération a été un succès. La convalescence de papa nécessiterait une hospitalisation prolongée suivie de mois de rééducation cardiaque. Plus important encore pour la stabilité financière de notre famille, papa serait incapable de travailler pendant au moins 6 mois, peut-être plus, en fonction de ses progrès. En tant que directeur de lycée, le salaire de papa avait été la principale source de revenus de notre famille, maman ne travaillant qu'à temps partiel dans une bibliothèque locale. Pendant la 2e semaine d'hospitalisation de papa, maman a finalement révélé toute l'étendue de leur vulnérabilité financière. Ils vivaient d'un salaire à l'autre depuis des années, la plupart de leurs économies ayant été épuisées par des dépenses médicales antérieures et des réparations de la maison. L'absence prolongée de papa au travail créerait une crise immédiate, surtout combinée aux factures d'hôpital qui s'accumulaient et que leur mutuelle ne couvrirait pas entièrement. Je ne sais pas ce que nous allons faire, m'a confié maman lors d'une de nos visites à l'hôpital. Le remboursement du prêt immobilier est dû la semaine prochaine, et nous sommes déjà en retard sur les factures d'électricité et de gaz. La fierté de ton père serait anéantie s'il savait à quel point la situation est devenue grave. Ses mains tremblaient alors qu'elle calculait des chiffres sur un petit carnet, essayant de faire fonctionner une équation impossible. Sans hésiter, j'ai proposé de les aider à couvrir leurs dépenses immédiates. Mon travail en freelance s'était développé régulièrement, et bien que je ne sois pas riche, je pouvais gérer leur remboursement de prêt pendant quelques mois. Ne t'inquiète pas de demander à Bérénice, ai-je suggéré. Elle est si occupée avec la planification du mariage et son travail. Je peux gérer ça jusqu'à ce que papa se remette sur pied. Le soulagement de maman était palpable, bien qu'elle ait eu du mal à accepter l'aide de sa fille la moins accomplie. Tu es sûr que tu peux te le permettre? Je sais que ton affaire artistique n'est pas exactement florissante. Le commentaire m'a piqué, mais j'ai ignoré la critique familière et je l'ai assuré que ma priorité était d'aider la famille. Au cours des semaines suivantes, j'ai pris des projets freelance supplémentaires, travaillant 12 heures par jour pour couvrir à la fois mes dépenses et les factures de mes parents. J'ai conçu des sites web pour de petites entreprises, créé des supports marketing pour des associations locales et accepté chaque projet qui se présentait, aussi exigeant ou chronophage soit-il. Ma vie sociale a disparu, car je travaillais les week-ends et les soirs, déterminée à maintenir la stabilité financière de mes parents. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant que Bérénice planifiait son mariage somptueux, discutant des arrangements floraux et des options de lieu de réception, j'assurais discrètement que nos parents ne perdent pas leur maison. Maman continuait de tenir Bérénice au courant des progrès médicaux de papa, mais n'a jamais mentionné la crise financière ou mes contributions pour la résoudre. Bérénice restait concentrée sur sa propre vie, ce que je pouvais comprendre mais que je trouvais de plus en plus frustrant. Mon activité de freelance a en fait commencé à prospérer sous la pression de la nécessité. Le travail supplémentaire a conduit à des recommandations et à des clients fidèles, construisant lentement la réputation que je cherchais à établir depuis des années. Cependant, maman semblait incapable de reconnaître ce succès, se référant toujours à mon travail comme « ses petits projets » et exprimant son inquiétude quant à mon choix de carrière instable. La pression financière était énorme. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était l'attitude dédaigneuse continue de maman envers mes sacrifices. Quand je mentionnais que j'étais fatiguée de travailler tard, elle suggérait que je devais mieux gérer mon temps, comme le fait Bérénice. Quand je ne pouvais pas assister à un dîner de famille à cause d'une échéance pour un client, elle commentait que Bérénice trouve toujours du temps pour la famille malgré son emploi du temps chargé. 3 mois après le début de la convalescence de papa, j'avais contribué à hauteur de plus de 15 000 € pour maintenir mes parents à flot, épuisant la plupart de mes économies et de mon fonds d'urgence. Pourtant, maman continuait de louer le succès de Bérénice et de remettre en question mes choix de vie, apparemment inconsciente du fait que sa fille la moins accomplie empêchait à elle seule un désastre financier. La situation a atteint un point de rupture lors de la fête de fiançailles de Bérénice, une célébration élaborée que maman avait insisté pour organiser. Malgré les difficultés financières de notre famille, et en utilisant une partie de l'argent que j'avais fourni, maman a engagé des traiteurs, loué du linge de table élégant et transformé notre jardin en ce qu'elle appelait une vitrine digne de la réussite de Bérénice. Bérénice est arrivée, radieuse dans une robe de créateur, sa bague de fiançailles captant la lumière alors qu'elle acceptait gracieusement les félicitations des 50 invités que maman avait conviés. Richard se tenait à ses côtés dans son costume parfaitement taillé, discutant de ses derniers succès chirurgicaux avec la foule rassemblée d'amis de la famille et de parents éloignés. La fête était tout ce que maman avait imaginé, une célébration digne de sa fille qui avait réussi. J'avais passé la matinée à aider aux préparatifs,
à arranger les fleurs et à installer les tables, tandis que maman dirigeait chaque détail avec une précision militaire. « Assure-toi que les cartons de placement de Bérénice soient parfaitement positionnés », m'a-t-elle ordonné. « Tout doit être absolument impeccable pour son grand jour. » J'ai souri et obéi, ravalant mon ressentiment de financer une célébration pour quelqu'un qui avait été absent pendant la crise de notre famille. Pendant les toasts, les parents, les uns après les autres, ont loué les accomplissements de Bérénice et son choix d'un fiancé aussi impressionnant. Oncle Henri a levé son verre à la « success story » de la famille, tandis que tante Marguerite s'extasiait sur la fierté que maman devait ressentir d'avoir une fille aussi exceptionnelle. Je me tenais à l'arrière de la foule, applaudissant poliment tout en me sentant de plus en plus invisible. Le moment qui a brisé le peu de patience qu'il me restait est arrivé lorsque l'on a interrogé maman sur ses deux filles pendant la réception. Madame Collin, une voisine, a demandé comment allaient les deux filles. Et la réponse de maman a révélé tout ce qu'elle ressentait vraiment. Bérénice est évidemment en plein essor, a-t-elle commencé, en faisant un geste vers l'heureux couple. Elle est en passe de devenir associée au cabinet, fiancée à cet homme merveilleux et planifie le plus beau des mariages. Jeanne, eh bien ? Jeanne est encore en train de se chercher avec ses petits projets artistiques. Ce rejet désinvolte, prononcé devant des gens qui me connaissaient depuis l'enfance, m'a semblé être un coup physique. Je m'étais épuisée au travail pour maintenir la stabilité financière de notre famille, sacrifiant ma propre sécurité et mon avenir, pour être qualifiée de quelqu'un qui se cherche encore. L'humiliation me brûlait la poitrine tandis que les amis voisins hochaient la tête avec sympathie, me considérant clairement comme la déception de la famille. Plus tard dans la soirée, alors que j'aidais à nettoyer après la fête que j'avais essentiellement financée, maman a continué son flot de commentaires centrés sur Bérénice. N'était-elle pas tout simplement radieuse ce soir ? La famille de Richard a été tellement impressionnée par tout. C'est exactement le genre de célébration que Bérénice mérite après tout son travail acharné et son succès. Les louanges ont continué sans relâche pendant que nous emballions les restes de nourriture et plions les tables de location. Chaque aspect de la soirée a été analysé et célébré, du discours gracieux de Bérénice aux interactions charmantes de Richard avec nos parents. Pas une seule fois maman n'a reconnu mon rôle dans la possibilité de cette célébration, ni admis que sa fille, qui n'avait pas réussi, était celle qui assurait que la famille pouvait se permettre de tels luxes. Mon épuisement n'était plus seulement physique. Il était émotionnel et spirituel. Travailler à plusieurs emplois pour soutenir des parents qui ne voyaient pas ma valeur me coûtait cher, et j'avais du mal à gérer. Le sommeil était devenu insaisissable, car le stress financier et la blessure émotionnelle se combinaient pour créer un état d'anxiété constant. Je sacrifiais ma santé, mes relations et mon avenir pour des gens qui considéraient mes contributions comme inadéquates. Le point de rupture approchait rapidement, même si je ne le réalisais pas encore. La combinaison de la pression financière, du mépris émotionnel et de la comparaison constante se dirigeait vers une explosion qui allait changer à jamais la dynamique de notre famille. La petite fille, qui avait toujours cherché l'approbation de sa mère, atteignait enfin sa limite. 2 semaines après la fête de fiançailles de Bérénice, notre famille s'est réunie pour le dîner du dimanche, une tradition que maman avait maintenue malgré la convalescence de papa. Bérénice est arrivée avec une nouvelle excitante concernant sa dernière promotion au poste d'associé senior, accompagnée d'une augmentation de salaire substantielle qu'elle a annoncée avec une excitation à peine contenue. La promotion s'accompagnait d'un bureau d'angle, d'un portefeuille de clients prestigieux et d'une reconnaissance comme l'une des étoiles montantes du cabinet. La réaction de maman fut immédiate et exubérante. Elle a frappé dans ses mains avec délice, appelant immédiatement papa depuis le salon pour partager la merveilleuse nouvelle. « Tu as entendu ça, Gérard ? Bérénice est nommée associée senior. À son âge, la plus jeune de l'histoire du cabinet. » Sa fierté était indubitable alors qu'elle bombardait Bérénice de questions sur les détails de la promotion, l'augmentation de salaire et ce que cela signifiait pour ses perspectives de partenariat futur. La célébration s'est poursuivie tout au long de la préparation du dîner, maman exprimant à plusieurs reprises son émerveillement devant l'exploit de Bérénice. « J'ai toujours su que tu étais destinée à de grandes choses », s'est-elle exclamée en mettant la table avec sa plus belle porcelaine, traitant le repas comme une autre célébration impromptue. « C'est exactement ce dont je rêvais quand tu étais petite, te voir exceller dans tout ce que tu touchais. » Au cours de cette même conversation, j'ai mentionné avoir décroché mon plus gros contrat en freelance à ce jour, un projet complet de refonte de l'image de marque pour une chaîne de restaurants régionale qui me fournirait un revenu stable pour les 6 prochains mois. Ce projet représentait une étape importante dans le développement de mon entreprise, pouvant potentiellement mener à des clients d'entreprises similaires et établir ma réputation sur le marché du design commercial. La réponse de maman à ma nouvelle fut distraite et minimale. « C'est bien, ma chérie », dit-elle sans lever les yeux de la salade qu'elle préparait. « Et ça va te rapporter combien ?» Quand j'ai mentionné la valeur du contrat,
elle a hoché la tête distraitement et a immédiatement reporté son attention sur les détails de la promotion de Bérénice. Le contraste d'enthousiasme était frappant et blessant, réduisant ma percée professionnelle à une note de bas de page mineure dans la célébration de Bérénice. Bérénice a ensuite mentionné nonchalamment ses projets de vacances avec Richard, un tour d'Europe de 2 semaines prévu pour l'automne. Ils avaient réservé des vols en première classe pour Londres, avec des escales à Paris, Rome et Barcelone, séjournant dans des hôtels de luxe et prévoyant de visiter des restaurants exclusifs et des dégustations de vins privés. Le voyage coûterait plus que ce que je gagnais en 6 mois, mais Bérénice en parlait comme d'une récompense bien méritée pour leur travail acharné. Maman a écouté ses projets de vacances avec une envie visible, commentant avec nostalgie à quel point ce devait être merveilleux de pouvoir s'offrir de tels luxes. « Je ne me souviens même pas de la dernière fois que ton père et moi avons pris de vraies vacances, soupira-t-elle. Nous parlons de rendre visite à ta tante Hélène en Floride depuis des années, mais nous ne semblons jamais avoir l'argent pour voyager. » L'ironie était écrasante. Pendant que Bérénice planifiait des vacances coûteuses, je finançais discrètement les frais de subsistance de base de nos parents depuis des mois. L'argent qui aurait pu emmener maman et papa en Floride les maintenait plutôt dans leur maison, payant les factures et couvrant les frais médicaux. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce soutien pratique était invisible comparé au choix de style de vie glamour de Bérénice. Au fur et à mesure que le dîner avançait, maman continuait de partager des nouvelles de la vie de Bérénice qui soulignaient le fossé grandissant entre le succès de ma sœur et mes échecs perçus. Le cabinet d'avocats de Bérénice avait fait l'objet d'un article dans un prestigieux magazine juridique. Richard avait été invité à prendre la parole lors d'une conférence médicale à Chicago. Leurs photos de fiançailles avaient été sélectionnées pour la page mondaine du journal régional. Chaque réussite était célébrée et analysée, tandis que mes propres progrès restaient non reconnus. La conversation s'est inévitablement tournée vers mon apparence et mes choix de vie, des sujets que maman abordait avec une désapprobation à peine dissimulée. Ma tenue décontractée était comparée défavorablement à la garde-robe professionnelle de Bérénice. Mon statut de célibataire était mis en contraste avec la relation stable de Bérénice. Mon parcours professionnel non conventionnel était remis en question à la lumière de la trajectoire de succès traditionnelle de Bérénice. « Tu sais, Jeanne, » dit maman en servant le dessert. Le succès de Bérénice n'est pas arrivé par accident. Elle a fait des choix intelligents, s'est concentrée sur la stabilité et a construit une base solide pour son avenir. Il est peut-être temps que tu envisages de suivre son exemple au lieu de ses activités créatives risquées. La tension montante devenait insupportable. Chaque mot était comme une autre petite coupure, un autre rappel de mon inadéquation aux yeux de maman. Le sacrifice financier que je faisais n'était pas seulement non reconnu, mais activement rejeté comme la preuve de mes mauvais choix de vie. La fille qui maintenait la famille à flot se faisait sermonner sur la nécessité de suivre l'exemple de la fille qui avait été complètement absente. Pendant la crise, mes réserves émotionnelles étaient épuisées par des mois de stress financier, de surmenage et de critiques constantes. La combinaison de l'épuisement et du ressentiment créait un mélange volatile qui approchait de son point de rupture. Quelque chose devait céder, et je sentais ce moment approcher à chaque commentaire dédaigneux et à chaque comparaison défavorable. La confrontation finale a eu lieu 3 jours plus tard, un mercredi soir, lorsque je suis passé déposer le paiement de l'hypothèque pour le mois suivant. Maman était dans la cuisine, examinant des magazines de mariage que Bérénice avait laissés lors de sa récente visite, prenant des notes sur les lieux de réception et les arrangements floraux pour ce qu'elle avait commencé à appeler l'événement de la décennie. J'ai posé l'enveloppe contenant le chèque de l'hypothèque sur le comptoir, comme c'était devenu notre routine mensuelle au cours des 4 derniers mois. Le montant représentait près de la moitié de mon revenu mensuel actuel, un sacrifice qui exigeait un budget serré et un travail supplémentaire continu pour être maintenu. Pourtant, maman a pris l'enveloppe sans un mot de reconnaissance, comme si l'argent se matérialisait de nulle part plutôt que du compte d'épargne épuisé de sa fille. Bérénice a trouvé le lieu le plus exquis, annonça maman sans lever les yeux du magazine. Le manoir de la Rivière a une disponibilité pour le printemps prochain et elle va verser un acompte demain. La salle de bal surplombe la rivière et ils peuvent accueillir 300 invités. C'est exactement ce qu'elle mérite pour son grand jour. J'ai calculé rapidement dans ma tête. Le lieu que maman décrivait coûtait plus cher que ce que j'avais contribué aux dépenses de mes parents sur toute la période de 4 mois. L'ironie de voir Bérénice dépenser sans compter pour une seule journée, alors que je luttais pour que nos parents gardent un toit, était accablante. Pourtant, mes sacrifices restaient invisibles tandis que les dépenses de Bérénice étaient célébrées comme appropriées et méritées. Le point de rupture est arrivé lorsque maman a déplacé son attention des magazines de mariage vers mon apparence et mes choix de vie. « Tu sais, Jeanne, tu devrais vraiment prendre mieux soin de toi. Regarde comme Bérénice a toujours l'air impeccable, même quand elle passe juste à l'improviste. Et ce truc de freelance, ça fait des années maintenant, et tu as toujours des difficultés financières.
Il est peut-être temps d'accepter que certaines personnes sont simplement faites pour des chemins plus traditionnels. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Chaque comparaison, un rappel de mon inadéquation perçue. Les difficultés financières qu'elle mentionnait étaient directement liées au fait que je les soutenais, mais ce lien semblait totalement lui échapper. Dans son esprit, le succès de Bérénice se justifiait de lui-même, tandis que mes sacrifices indiquaient un échec plutôt qu'une générosité. Le coup de grâce dévastateur est venu lorsque maman m'a regardé droit dans les yeux avec une expression de déception et de frustration. Ses prochains mots allaient tout changer entre nous, franchissant une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu ne peux pas être plus comme ta sœur. Bérénice a tout compris. Carrière, relations, projet d'avenir. Tu ne seras jamais aussi bien que ta sœur, Jeanne. Le plus tôt tu l'accepteras, le plus tôt tu pourras trouver un moyen de te contenter de moins. Les mots flottaient dans l'air entre nous, plus cruels que tout ce qu'elle avait jamais dit auparavant. La façon désinvolte dont ils ont été prononcés les a rendus encore plus écrasantes, comme si elle énonçait un fait évident plutôt que de détruire l'estime de soi de sa fille. Depuis 28 ans, je soupçonnais que c'était son véritable sentiment. Mais l'entendre énoncer si crûment était dévastateur. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit à ce moment de douleur absolue. Au lieu de m'effondrer dans les sentiments familiers d'inadéquation et de honte, j'ai ressenti tout autre chose, la clarté. Le brouillard de des années de doute de soi s'est soudainement levé, révélant la vérité de notre situation avec une précision stupéfiante. Je n'étais pas l'échec dans ce scénario. J'étais la fille qui avait été à la hauteur quand cela comptait le plus. La réponse qui est sortie de ma bouche m'a surprise moi-même par sa conviction calme. Alors demande-lui de payer tes factures. L'expression de maman est passée de la supériorité suffisante à la confusion choquée. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, demande-lui de payer tes factures. Ma voix est restée stable alors que 28 ans de vérité refoulée trouvaient enfin leur expression. Demande à ta fille qui a réussi de couvrir ton prêt immobilier. Demande-lui de payer les frais médicaux de papa. Demande-lui de s'occuper des factures d'électricité, du crédit de la voiture et de toutes les autres dépenses que je couvre depuis 4 mois. La couleur a quitté le visage de maman, alors que la réalité de mes paroles commençait à s'imposer. Pour la première fois, elle était forcée de confronter la déconnexion entre ses perceptions et la réalité. La fille qu'elle avait louée avait été absente pendant la plus grande crise de notre famille, tandis que la fille qu'elle critiquait constamment avait tout maintenu à flot. La bouche de maman s'est ouverte et fermée plusieurs fois sans produire de mots, sa vision du monde soigneusement construite s'effondrant en temps réel. Le magazine a glissé de ses mains alors qu'elle luttait pour traiter ce que je venais de révéler. Pas seulement les faits sur l'absence de Bérénice, mais les implications de ma présence pendant leur crise. Je ne réalisais pas, balbutia-t-elle, mais je n'avais pas fini. Tu ne réalisais pas quoi, maman? Que pendant que Bérénice planifiait des fêtes de fiançailles et des vacances européennes, je travaillais 16 heures par jour pour vous éviter de perdre votre maison. Que pendant que tu te vantais de son bureau d'angle, je vidais mon compte épargne pour couvrir les factures médicales de papa. Ma voix est restée calme, mais chaque mot portait le poids de mois de frustration accumulée. J'ai commencé à détailler exactement ce que mes contributions avaient couvert, sortant mon téléphone pour montrer des relevés bancaires et des confirmations de paiement. Le remboursement de mars, mon argent. Les factures d'avril, mon argent. Les médicaments sur ordonnance de papa, mon argent. Le traiteur pour la fête de fiançailles de Bérénice, mon argent. La liste continuait alors que le visage de maman devenait de plus en plus pâle à chaque révélation. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» murmura-t-elle, bien que nous sachions toutes les deux la réponse. Elle n'avait pas voulu savoir. Reconnaître mon soutien financier aurait nécessité de reconsidérer ses hypothèses fondamentales sur ses 2 filles. Je te l'ai dit, maman. Chaque fois que je te remettais un chèque, chaque fois que je mentionnais que je faisais des heures supplémentaires, chaque fois que je disais que j'aidais avec les dépenses. Tu as juste choisi de ne pas le voir parce que ça ne correspondait pas à ton récit sur laquelle de tes filles avait réussi et laquelle était en difficulté. La vérité était libératrice d'une manière que je n'avais pas prévue. Des années de ressentiment refoulés se sont déversées alors que je décrivais les comparaisons constantes, les commentaires dédaigneux sur ma carrière, l'invisibilité totale de mes sacrifices. Sais-tu ce que c'est que de s'épuiser au travail, d'aider quelqu'un qui traite tes efforts comme s'il ne valait rien? De sacrifier sa propre sécurité financière pour des parents qui ne voient pas plus loin que les accomplissements de leur fille préférée? Maman a commencé à pleurer, mais je ne pouvais pas arrêter le flot d'honnêteté qui se libérait enfin. Bérénice ne sait même pas pour les problèmes financiers de papa, n'est-ce pas? Parce que tu étais trop fière pour demander de l'aide à ta fille qui a réussi, mais parfaitement à l'aise de prendre de l'argent de ta fille décevante sans même reconnaître d'où il venait.
La révélation de l'ignorance de Bérénice concernant la situation de leurs parents était peut-être l'aspect le plus accablant de toute la confrontation. Maman avait créé une hiérarchie de filles si rigide qu'elle préférait accepter l'aide de celles qu'elle jugeait moins dignes plutôt que de risquer de ternir l'image de celles qu'elle jugeait parfaites. Elle aurait aidé si elle avait su, protesta faiblement maman, mais même elle semblait douter de la conviction derrière ses paroles. L'aurait-elle fait? Ou aurait-elle été trop occupée par ses affaires importantes et ses projets de vacances coûteux? Tu ne le sauras jamais, parce que tu ne lui as jamais donné la chance de prouver si ta fille parfaite se serait vraiment manifestée quand la famille avait le plus besoin d'elle. La conversation s'est poursuivie pendant une autre heure, maman alternant entre des justifications défensives et des excuses en larmes. Elle a essayé d'expliquer son comportement comme venant d'un désir de vouloir le meilleur pour ses deux filles, mais les explications tombaient à plat face à la réalité de la façon dont son favoritisme s'était manifesté lors d'une crise réelle. J'ai clairement indiqué que même si je ne regrettais pas d'avoir aidé pendant l'urgence de papa, j'en avais fini d'être traitée comme la fille inférieure tout en fournissant le plus grand soutien. Je ne te demande pas de m'aimer plus que Bérénice, ai-je expliqué. Je te demande de me voir clairement, de reconnaître ce que je contribue réellement au lieu de ce que tu penses que je devrais contribuer. La dynamique entre nous avait changé de façon permanente lors de cette confrontation dans la cuisine. Pour la première fois de ma vie, maman était forcée de me voir telle que j'étais réellement, plutôt que comme une version décevante de ce que Bérénice représentait. La conversation s'est terminée avec sa promesse d'appeler Bérénice et d'expliquer toute la situation, y compris mon rôle dans leur maintien à flot financier. Les semaines qui ont suivi notre confrontation ont apporté des changements que je n'aurais jamais pu anticiper. Maman a bien appelé Bérénice, et cette conversation a duré plus de 2 heures, au cours desquelles elle a expliqué non seulement les problèmes de santé persistants de papa, mais aussi la crise financière et mes mois de soutien. La réaction de Bérénice fut un mélange de choc, de culpabilité et d'offres immédiates d'aide pour l'avenir. Bérénice m'a appelé le lendemain, sa voix feutrée et pleine d'excuses. « Jeanne, je n'avais aucune idée de tout ça. Maman n'a jamais mentionné de problème financier et je supposais que la mutuelle de papa couvrait tout. Je me sens terriblement mal que tu aies géré tout ça toute seule. » Son remords sincère était évident, et pour la première fois depuis des années, nous avons eu une conversation honnête sur la dynamique de notre famille. « J'aurais aidé immédiatement si j'avais su, » a-t-elle poursuivi. « Je n'arrive pas à croire que je planifiais des vacances coûteuses pendant que tu vidais tes économies pour les maintenir à flot. Ce n'est pas le genre de personne que je veux être. » Bérénice s'est immédiatement arrangée pour prendre en charge les principales dépenses à l'avenir, y compris les factures médicales de papa et la mise en place d'un fonds d'urgence pour les crises futures. Plus important encore, Bérénice a commencé à comprendre comment les comparaisons constantes de maman nous avaient affectées toutes les deux. « Je n'ai jamais réalisé la pression que tu subissais », a-t-elle admis. « J'ai toujours pensé que les louanges de maman n'étaient que de la fierté parentale normale, mais l'entendre décrire comment elle te parlait me rend malade. Tu as été la personne responsable depuis le début, et j'ai été complètement inconsciente. » La relation entre Bérénice et moi a commencé à guérir d'une manière que je n'aurais pas cru possible. Nous avons commencé à avoir des conversations téléphoniques régulières où elle me posait des questions sur mon entreprise et écoutait réellement mes réponses. Elle a commencé à me référer des clients lorsqu'ils avaient besoin de travaux de conception, et elle a pris soin de mentionner mes réalisations professionnelles lors des réunions de famille. La transformation de maman a été plus progressive et tout aussi significative. Le choc initial de la prise de conscience de son erreur de jugement s'est transformé en un effort sincère pour changer des schémas de comportement ancrés. Elle a commencé à me poser des questions sur mes clients par leur nom, à célébrer lorsque je décrochais de nouveaux contrats et à s'arrêter au milieu d'une phrase lorsqu'elle commençait à faire des comparaisons entre Bérénice et moi. Le changement n'a pas été parfait ni immédiat. Des décennies de schémas de pensée établis ne disparaissent pas du jour au lendemain, et maman retombait parfois dans ses vieilles habitudes. Mais maintenant, lorsqu'elle se surprenait à faire des commentaires dédaigneux sur ma carrière ou à me comparer défavorablement à Bérénice, elle s'arrêtait et s'excusait. « Je suis désolée, Jeanne. C'est l'ancienne moi qui parle. Parle-moi davantage de ce projet qui t'enthousiasme. » Peut-être le plus significatif, maman a commencé à reconnaître mes contributions publiquement. Lorsque les voisins demandaient des nouvelles de ses filles, elle a commencé à mentionner le succès de mon entreprise aux côtés des réalisations juridiques de Bérénice. Bérénice se débrouille à merveille au cabinet d'avocats, et Jeanne a bâti une entreprise de design si impressionnante. Je suis fière de mes 2 filles pour des raisons différentes. La stabilité financière de la famille s'est considérablement améliorée une fois que Bérénice s'est impliquée. Non seulement elle a pris en charge les dépenses immédiates, mais elle a également aidé maman et papa à créer un budget et un fonds d'urgence qui préviendraient de futures crises. La convalescence de papa a bien progressé, et il a pu retourner au travail à temps partiel après 6 mois, avec un plan pour reprendre ses fonctions à plein temps l'année suivante.
Ma propre vie a commencé à s'épanouir une fois la pression financière soulagée et le soutien familial ayant remplacé la critique familiale. L'entreprise de freelance a continué de croître, atteignant finalement le point où je pouvais quitter mon emploi de jour et me consacrer entièrement à ma propre société. La confiance que j'ai acquise en me défendant, enfin, s'est traduite par de meilleures relations avec les clients et des projets plus ambitieux. J'ai également recommencé à fréquenter des hommes, cette fois avec l'assurance de savoir que ma valeur ne dépendait pas de l'approbation des autres. Lorsque j'ai rencontré David, un enseignant et musicien amateur, je l'ai présenté à ma famille sans anxiété quant aux critiques potentielles de maman. Sa réaction a été véritablement accueillante, se concentrant sur sa gentillesse et son intelligence plutôt que sur son salaire ou son niveau de prestige. 6 mois après cette confrontation qui a changé ma vie dans la cuisine de maman, notre famille s'est réunie pour le dîner de la Toussaint avec une dynamique complètement différente de toutes les fêtes précédentes. Bérénice et Richard étaient là, ainsi que David, et la conversation coulait naturellement entre les intérêts et les réalisations de chacun, sans la tension sous-jacente qui avait caractérisé les rassemblements précédents. Maman avait passé les semaines précédant la Toussaint à planifier le repas avec soin, s'assurant d'inclure des plats que tout le monde appréciait, plutôt que les présentations élaborées qu'elle pensait impressionner Bérénice. Elle m'a demandé quel était mon dessert préféré, et s'est fait un devoir de le préparer aux côtés de la tarte aux pommes préférée de Bérénice. Ces petits gestes représentaient un énorme progrès dans la reconnaissance de ces 2 filles comme des membres de la famille tout aussi précieux. Pendant le dîner, lorsque l'oncle Henri a demandé comment allaient les filles, la réponse de maman a reflété sa nouvelle compréhension de nos chemins différents, mais tout aussi valables. Bérénice se débrouille à merveille au cabinet, et elle et Richard préparent un si beau mariage pour le printemps prochain. L'entreprise de design de Jeanne a vraiment décollé cette année, et elle vient de décrocher un contrat avec une grande chaîne de restaurants. Je suis si fière de voir à quel point mes 2 filles travaillent dur et comment elles ont bâti des carrières si différentes mais si réussies. La conversation s'est poursuivie naturellement, Bérénice et moi contribuant avec des histoires sur notre travail, nos relations et nos projets. David s'est intégré sans heurts dans la dynamique familiale, discutant de politique éducative avec papa et partageant des recommandations musicales avec Bérénice. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais complètement à l'aise d'amener quelqu'un qui m'était cher dans notre cercle familial. Le plus révélateur, peut-être, a été lorsque Bérénice a annoncé qu'elle et Richard avaient décidé de reporter leurs vacances européennes pour aider à établir le fonds d'urgence familial. La réponse de maman a été une fierté immédiate plutôt qu'une déception face au voyage de luxe annulé. « C'est si attentionné de votre part à tous les 2, dit-elle. La famille passe avant tout, et savoir que nous avons cette sécurité aidera votre père et moi à beaucoup mieux dormir. » La soirée s'est poursuivie avec une chaleur et une connexion sincères qui manquaient à nos interactions familiales depuis des années. Nous avons joué à des jeux de société après le dîner, maman riant de mes terribles tentatives au mime et applaudissant lorsque David et moi avons gagné au Scrabble. La compétitivité était amicale plutôt que chargée de comparaisons ou de jugements sous-jacents. Alors que j'aidais à nettoyer après le dîner, maman m'a prise à part pour une conversation privée. « Jeanne, je veux que tu saches à quel point je suis désolée pour toutes ces années où je t'ai fait sentir inférieure à Bérénice. Vous étiez toutes les 2 des filles merveilleuses de différentes manières, et j'étais trop aveugle pour le voir. Tu as sauvé notre famille cette année, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Tu m'as appris à être une meilleure mère. » Ces excuses étaient sincères et spécifiques, reconnaissant non seulement des erreurs générales, mais aussi des incidents particuliers qui m'avaient blessée au fil des ans. Elle a fait référence au rejet de mon prix au salon d'art, aux critiques sur ma carrière, et à des dizaines d'autres moments où elle n'avait pas réussi à voir ma valeur. « Je ne m'attends pas à ce que tu oublies toutes les fois où je t'ai laissé tomber, a-t-elle poursuivi. Mais j'espère que tu peux voir que j'essaie de faire mieux à l'avenir. » Le processus de guérison n'était pas terminé, mais il était authentique et continu. Nous avions établi de nouveaux modes de communication basés sur l'honnêteté plutôt que sur la comparaison, sur le soutien plutôt que sur la critique. Bérénice et moi développions une relation d'adultes basée sur le respect mutuel plutôt que sur une dynamique compétitive imposée par le favoritisme parental. Mon entreprise a continué de prospérer à mesure que ma confiance grandissait et que mon réseau professionnel s'étendait. Le contrat avec la chaîne de restaurants a mené à d'autres clients d'entreprise, et j'ai pu embaucher un assistant pour m'aider à gérer la charge de travail croissante. Plus important encore, je poursuivais des projets créatifs qui m'enthousiasmaient plutôt que d'accepter n'importe quel travail disponible pour faire face à des obligations financières. La relation avec David s'est également approfondie, construite sur une base de respect mutuel et de valeurs partagées plutôt que sur mon schéma précédent de recherche de validation à travers les relations amoureuses. Il appréciait mes capacités artistiques, soutenait mes ambitions professionnelles et s'intégrait naturellement dans mes relations familiales sans créer de stress ou de conflits supplémentaires. En repensant à cette confrontation dans la cuisine de maman, j'ai réalisé que cela avait été le moment le plus important de ma vie d'adulte.
Trouver le courage de dire la vérité à quelqu'un qui avait contrôlé mon image de moi pendant des décennies était terrifiant, mais c'était aussi libérateur d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. La petite fille qui avait passé des années à chercher l'approbation avait enfin appris à s'approuver elle-même. Parfois, la personne qui a le plus besoin d'entendre votre valeur, c'est vous-même. Mais parfois, il faut le dire à voix haute à quelqu'un d'autre avant de pouvoir vraiment y croire. Ce mercredi soir, lorsque je me suis enfin levée et que j'ai exigé d'être vue clairement, je ne changeais pas seulement ma relation avec maman. Je revendiquais ma propre valeur et refusais d'accepter moins que ce que je méritais. La dynamique familiale avait changé de façon permanente, basée désormais sur la réalité plutôt que sur la perception, sur les contributions réelles plutôt que sur des hiérarchies imaginaires. Nous avions encore du travail à faire pour reconstruire la confiance et changer les anciennes habitudes, mais nous le faisions ensemble, en tant que famille qui voyait et valorisait enfin clairement chaque membre. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez enfin trouvé le courage de vous défendre après des années de dévalorisation? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, donnez-lui un « j'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par les comparaisons de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de vie réelle sur la recherche de sa voix et la revendication de sa valeur. Merci d'avoir écouté mon parcours et j'espère qu'il vous inspirera à reconnaître votre propre valeur, même lorsque les autres ne peuvent pas encore la voir. Rappelez-vous, parfois la personne la plus importante que vous devez convaincre de votre valeur, c'est vous-même. Et dire cette vérité à voix haute peut tout changer.